Alors bonjour à tous, je vous propose de voir aujourd'hui un petit peu comment on peut faire son choix au niveau d'un appareil photo numérique en étudiant la gamme des appareils photo numériques Sony. Alors pourquoi cette gamme-là? C'est tout simplement parce que c'est l'appareil que je possède. Je possède un appareil Sony Alpha 7 Mark II et donc c'est la gamme que je connais le mieux. Et on va voir que la gamme Sony, même si elle paraît pléthorique, est assez logique et qu'on peut facilement s'y retrouver et donc faire le choix qui convient le mieux pour chacun. Quand on me demande quel choix faire pour acheter un appareil photo, je réponds souvent que la première question qu'il faut se poser, c'est quel budget on va mettre. Et la deuxième question, c'est savoir quel usage on va avoir de l'appareil photo. Donc voici la gamme à peu près complète qu'on peut trouver sur le site de Sony France actuellement. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de choix possibles et chaque type d'appareil a son existence et a une raison d'être. Alors pour comprendre, en fait, vous avez les deux grandes familles d'appareils photo, on va dire les appareils photo compacts. Il y a un usage réservé aux personnes qui vont pas faire de la photo, on va dire, de façon un peu importante. Et sinon, la deuxième famille, c'est les appareils photo objectifs interchangeables, dans lequel on va retrouver l'ancienne famille des réflexes. C'est des appareils de type A. Comme on peut voir, il n'y en a plus que 3 au catalogue et encore maintenant, je suis pas certain qu'on puisse les acheter dans le commerce en neuf. Ils ont été supplantés par ce qu'on appelle les hybrides ou les appareils sans miroir. Donc c'est le type E qui se décline en deux types, deux sous-familles, les APS-C et les pleins formats. Ça c'est par rapport à la taille du capteur, on va voir ça ensemble. Revenons sur les appareils photo compacts. Donc on va trouver deux types de grandes familles, les séries H, HX, W, WX et la série RX. Je mets à part la série ZV qui est plutôt réservée à un public vlogueur. Donc c'est pour pouvoir faire des vlogs sur les chaînes YouTube. Donc c'est vraiment deux appareils qui sont spécifiques. Et je profite de la sortie du ZVE10 très récente dans la gamme Sony pour pouvoir faire cette vidéo et voir pourquoi cet appareil-là a complété la gamme actuelle. Donc revenons brièvement sur les séries H, HX, W, WX. On va dire que c'est pour un public qui recherche des appareils très compacts et qui n'ont pas forcément un usage très fréquent. Même si on trouve dans cette gamme-là des appareils dits bridge, donc avec des capacités au niveau de la focale qui peuvent être très importantes, on va voir ça ensemble, et qui peuvent quand même obtenir des résultats de très bonne qualité. Ce qui caractérise ces différentes séries HHX, WWX, c'est surtout la taille du capteur qui est très petit, et donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt réservé à un public qui veut avoir certes un appareil qui peut être plus puissant, mais qui n'a pas de nécessité d'avoir des résultats qui vont être imprimés sur des grandes tailles. Et ils sont sûrement réservés plutôt à un public qui va fournir le JPEG sur les réseaux sociaux, mais avec quand même un résultat plutôt correct. Quant à la série RX, là on peut avoir plusieurs sous-familles. On a les RX100 qui sont vraiment des appareils, des petits bijoux. Même le plus ancien, le RX100 tout court, quand même un appareil qui est de très bonne facture. Et que dire du RX100 Mark 7, le plus récent dans la gamme, qui a des capacités presque hors normes par rapport à ce type d'appareil. Après vous avez les RX0, qui sont des appareils de caméra, on va dire, d'action, pour concurrencer notamment la célèbre GoPro. Après, vous avez les RX10, là, c'est les bridges de très bonne facture au niveau de la série RX, et d'un capteur qui est de taille 1 pouce, car ce qui caractérise la série RX par rapport à la série H, HX et WWX, donc on l'a dit, c'est la taille du capteur qui est plus importante, et le capteur tient une taille d'1 pouce. Donc les RX, ce sont des bridges de cette catégorie-là, avec le capteur en pouce, ils sont de très bonne facture, ce qui permet d'avoir des focales beaucoup plus importantes, au détriment d'autres, forcément d'autres critères. Et après, vous avez un cas un peu particulier, le RX1R2. Celui-là, je l'évoquerai peu, parce qu'en fait, c'est un appareil qui, malheureusement, a peut-être raté sa cible. On verra ça quand on l'étudiera assez rapidement, plus précisément. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'appareils. C'est parce qu'en fait, pour chaque sous-famille, vous avez des versions différentes en fonction
de l'avancée en technologie. Si je prends par exemple juste la catégorie RX100, vous avez le RX100 qui a une certaine capacité, le 102 a apporté quelque chose de nouveau, le 3, etc., le 4, 5, 6, chaque fois a apporté quelque chose de nouveau, comme un écran tactile, comme une amélioration au niveau de la qualité vidéo. Et donc forcément, plus vous prenez un appareil récent et qui monte en gamme, là vous avez des capacités plus importantes. Mais ça n'enlève pas que si vous prenez la série RX100, même le tout premier appareil reste un appareil qui a des capacités qui sont intéressantes. Et notamment, je vais revenir par rapport au choix. C'est important de se mettre en tête que si vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir par exemple un écran tactile, vous pouvez très bien prendre un appareil de marque 1, 2 ou 3 dans cette série-là. Si ça correspond et qu'il n'y a pas cette capacité-là, il n'y a pas ce critère, ça va vous permettre d'avoir un choix moins onéreux, mais quand même un appareil de très bonne facture. Ce qui caractérise encore une fois la série RX, c'est le capteur de taille 1 pouce. C'est pas forcément qu'il y ait l'écran tactile ou de la vidéo en 4K par rapport aux anciennes versions. C'est pour ça qu'il peut être intéressant de garder que les dernières versions de chaque gamme, de chaque sous-catégorie, pour voir que finalement le choix est important, mais reste quand même assez contenu. Donc on va trouver effectivement la série HX, avec le dernier en date, le 99, la série HX 400V, la série H avec le H300 en dernière date, la série WX avec le 500 en date, la dernière date, et la série W avec le 830 la dernière date. Pareil pour la série RX, on a le RX100, donc Mark 7, le dernier en date, donc ça c'est pour un capteur 1 pouce et pour une compatibilité et tout en ayant des qualités très importantes. La RX02 pour la caméra d'action, donc la deuxième version, vous pouvez très bien partir sur la première version si vous avez un budget qui est plus restreint. Vous perdrez forcément en termes de qualité, mais vous aurez quand même déjà une caméra de bonne facture. Après, vous avez la série RX10, là le bridge, la série bridge avec le dernier en date qui est la marque 4, et le RX1R avec donc une deuxième version. Pour les appareils photo objectif interchangeable, là aussi vous avez pas mal de séries. Donc j'ai mis à part le ZVE10 encore une fois parce que donc, dans la série des APS-C par rapport au capteur de type APS-C, donc qui est encore plus grand que pour les capteurs 1 pouce. Et donc à part parce que encore une fois c'est une caméra avec une fonction bien particulière réservée plutôt au vlog. Et après vous avez le A5100 qui est on va dire l'entrée de gamme dans les types APS-C des 100 miroirs avec objectif interchangeable. Je l'ai gardé mais honnêtement c'est pas forcément un bon choix. On va voir que à choisir mieux partir plutôt sur le A6000 qui est certes une caméra qui est plus ancienne mais qui a quand même des capacités à peu près similaires au 5100, et pour l'écart de prix, il vaut mieux partir sur le 6000 qui va obtenir des meilleurs résultats. Et sinon, sur la série A6600, A6500, etc., donc c'est sur le même principe que on a vu pour le RX, pour le RX100, c'est-à-dire que chaque fois, chaque version va apporter quelque chose de supplémentaire, une meilleure gestion de la vidéo, un écran tactile ou pas, etc. Et donc ça va mettre des capacités supplémentaires. Donc vous n'avez pas forcément besoin dans votre manière de prendre des photos. C'est pour ça que le A6000, malgré son ancienneté, a des capacités qui sont encore de nos jours très recherchées, et c'est une caméra qui reste toujours dans le coup. On va passer rapidement sur les types A, donc les appareils réflexes avec un miroir translucide. Honnêtement, franchement, de nos jours, je pense que c'est pas le bon choix. Il vaut mieux partir sur des caméras de type hybride et de partir sur donc le type E plein format. Donc là, le capteur est de taille 35 mm, donc c'est pour ça qu'il s'appelle plein format, c'est parce qu'il a la même taille que les anciennes pellicules argentiques. Et donc dans cette série-là, on va trouver essentiellement tout ce qui tourne de la version A7, avec, on va voir, un choix qui peut être différent en fonction de ce qu'on veut. Le A7 marque 1, 2, 3, c'est la caméra, l'appareil photo à tout faire, aussi bien bon en photo qu'en vidéo. l'A7R, c'est la version avec beaucoup plus de mégapixels, donc là c'est, on va dire, R pour résolution, une résolution plus importante.
Le A7S, le S c'est plutôt pour sensibilité. Là, on va voir que c'est une caméra qui est plutôt dédiée à la vidéo, parce qu'on a une capacité de filmer dans le noir, presque comme si on était en plein jour, puisqu'on a une montée d'ISO qui est énorme, sans perte de qualité. Et c'est vraiment une caméra un appareil qui a été très attendu, surtout dans sa version 3, qui améliore encore l'équipement. Après, on a le A7C, qui est une caméra un petit peu à part. On va y revenir quand on va passer sur ce modèle-là en particulier. Et sinon, vous avez donc la caméra A9, là carrément, qui est vraiment plutôt pour les professionnels, avec des capacités qui sont encore au-dessus des A7, qui ont été déclinées déjà en 2 versions. Et sinon, vous avez le monstre, on peut appeler ça comme ça, le monstre. C'est vraiment la caméra A1, qui est la caméra qui est vraiment, l'appareil photo qui est vraiment hors norme par rapport à tout le reste. On va voir que son prix, de toute façon, l'exclut, on va dire, du grand public. C'est vraiment une caméra, un appareil photo pour les professionnels. Et donc là, pareil, si on se limite à chaque dernière version de cette gamme-là, on voit que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc même si on exclut encore plus le type A, donc il nous reste une version particulière, le ZVE10 pour le vlog, et l'Alpha 6600 pour les caméras APS-C de type hybride. Et puis après, vous avez la dernière version pour chaque sous-famille, la 7C, la 7.3, la 7S3, la 7R4, la 1 et la 9.2. Reprenons donc la famille des appareils photo compacts avec la dernière déclinaison de la série HX. Donc c'est un appareil photo compact doté d'un objectif Zeiss. Donc c'est tout de suite, ça marque la qualité. On va dire qu'un type d'optique, c'est la référence. En termes de focale, on voit que c'est quand même une focale très grande, entre 24 mm et 720 mm de focale. Ça peut faire de la vidéo en 4K, il y a de la stabilisation optique, l'ISO monte jusqu'à 12800. C'est un capteur CMOS de 18,2 millions de pixels. Donc sa taille, je disais, donc c'est le plus petit capteur qu'on peut trouver dans cette gamme-là, c'est le 7,82 mm. 7,82 ou 7,76 en fonction de la série. Et donc, ce qui caractérise, c'est effectivement ce petit capteur qui fait que c'est plutôt réservé à un public amateur, très amateur, et qui prend pas énormément de photos, mais qui a besoin d'un appareil compact et quand même assez performant, parce que outre la qualité de l'objectif Zeiss, vous avez une plage focale entre 24 et 720 mm, qui vous permet de vraiment prendre tout type de photos, aussi bien du portrait que du paysage, et même de l'animalier, etc. Si vous avez on va dire, à prendre des photos juste comme ça occasionnellement. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'était un appareil photo qui est parfait pour faire de l'animalier, c'est juste pour vraiment, si vous vous retrouvez comme ça en tant que touriste à un endroit où il y a des animaux dans la nature et un peu lointain, grâce à la focale 720 mm, vous allez pouvoir réussir à les prendre, mais ça ne va pas vous donner un résultat de qualité professionnelle comme on peut voir sur les photos des vrais amateurs d'animalier. On retrouve aussi un autofocus avec détection des yeux, une capacité de rafale de 10 images par seconde, le fameux écran tactile qui plaît bien aux gens de nos jours, mais qui pour moi est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. L'écran est inclinable, ce qui permet de pouvoir avoir une capacité de voir l'image. On retrouve la capacité d'envoyer sans contact des photos sur tablette et téléphone avec le Wi-Fi, le NFC et le Bluetooth. Et vous avez un prix qui est assez contenu puisque on va le retrouver à 470 € à la Fnac. Et le premier modèle de la série, on a vu le HX60. Donc il n'y a pas toutes ces capacités-là, mais qui conserve quand même des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, est à 250 €. Si votre premier intérêt c'est que l'appareil photo soit très petit, mais conservant quand même des capacités, notamment au niveau du zoom, c'est-à-dire de la focale assez importante, c'est vrai que ça peut être un bon choix. C'est pas ce que je vous recommande, on va voir que dans les gammes un peu plus élevées, il vaut mieux partir sur quelque chose au niveau de capteur qui est plus grand, parce que vous obtiendrez vraiment de bien meilleurs résultats, et notamment ça jouera également aussi pour la montée en ISO et pour la gestion du bruit. Prendre les photos dans les basses lumières. Pour ce qui est du HX400V, donc c'est un appareil photo qui est doté d'un objectif Zeiss. Donc cette fois-ci on retrouve un zoom pas sous la forme d'une plage focale, mais d'une
de multiplication, on dit que c'est un 50x. En fait, ça revient à peu près au même principe. C'est-à-dire que là, ce qui diffère, c'est qu'on ne sait pas forcément de quelle focale on démarre. Et si vous prenez le principe de dire que si c'est une 24-720, bah, vous avez cette notion de 50x aussi. Donc vous voyez qu'en fait, on peut s'y retrouver. On va dire que c'est un appareil qui est un peu particulier parce qu'on va dire sous le format de ce que j'ai appelé le form factor réflexe, c'est-à-dire d'un boîtier qui ressemble à un boîtier de réflexe, on va retrouver des capacités qui sont un peu moindres avec la prise en main d'un appareil de type réflexe, ce qui peut plaire à un certain public et qui a connu le réflexe par ailleurs et qui voudrait avoir cette prise en main qui est bien particulière. On va y retrouver de la capacité de faire du Full HD en termes de vidéo, de la stabilisation optique, une montée en ISO qui est à peu près correcte, et encore une fois un capteur qui est de taille de 7,82 mm, donc assez petit, mais qui a 20,4 millions de pixels. Pour les capacités de gestion d'envoi, on a encore du Wi-Fi et du NFC, pas du Bluetooth cette fois-ci, et on le trouve à 390 € pour la Fnac. C'est pas forcément un appareil que je vais recommander, très honnêtement. Je vois pas où est son public, parce que à part pour le côté de la prise en main, et encore, vous avez des appareils maintenant de type hybride qui sont qui ont des très bonnes prises en main, et que je vais plutôt recommander. Donc pour moi, c'est pas un des choix actuellement souhaitables. La série suivante, les H, donc notamment avec le H300, le dernier en date. Donc c'est un appareil, comme j'ai indiqué, bridge, c'est-à-dire que vous avez qu'un seul objectif, qu'on peut pas changer. Et cette fois-ci, la plage est de 35 fois. Donc pareil, comme je disais tout à l'heure, si vous prenez par exemple 10, bah 10 fois 35, ça fait 350. Donc imaginons que si on part d'une focale de 10, ça ferait du 10 350. Donc c'est toujours le même principe, sauf que c'est représenté sous la forme d'une multiplication. Donc pareil, sur le même principe que chez le form factor d'un appareil réflexe. Cette fois-ci, il ne fait pas de la Full HD, mais que du HD, c'est-à-dire du 720, 720p. Et on retrouve la stabilisation optique, la montée en ISO est un peu moins forte. On n'a plus qu'à 3200. Et la seule différence par rapport à la génération de tout à l'heure, c'est que au lieu d'un capteur CMOS, c'est un capteur CCD. Si cette terminologie de capteur CMOS et CCD ne vous disent rien, je vous propose de vous reporter à la vidéo sur les capteurs pour tout bien comprendre là-dessus. J'ai pas le temps malheureusement de m'étaler sur la question là. Donc c'est une taille de 7,76 à peu près comparable au 7,82 sur les autres modèles. On le trouve à 210 € à la Fnac. Encore une fois, c'est malheureusement pas des appareils que je vais recommander. Je suis désolé pour Sony et pour sa gamme des HXX, WX, mais pour moi, c'est pas des appareils qui sont intéressants. Pourquoi? Je vais en dire un mot très rapidement. C'est parce que pour un appareil de type compact, donc qui tient dans la main, honnêtement, le meilleur appareil photo de nos jours, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Et celui qu'on a toujours sur soi, ben, c'est forcément notre téléphone portable qui a des capacités maintenant de prise de vue en photo et en vidéo qui sont bien supérieures. Et donc, autant utiliser qu'un seul appareil. On passe donc à la série WX avec le dernier représentant, le 500. C'est un appareil qui est photo compact, mais avec des objectifs Zeiss. Donc là, c'est vrai, effectivement, on peut trouver cette qualité-là, au moins, il faut reconnaître chez Sony cette capacité de mettre des objectifs de très grande qualité, même si on leur compact. Un zoom 30x, donc qui correspond à la plage 24-720, et avec une stabilisation optique entre 80 et 12800. Donc ça reste vraiment encore une fois des grosses capacités, et la seule limitation, on va dire, ça va être le capteur qui est assez petit, et on a 18,2 millions de pixels, ce qui est plutôt correct et qui permet quand même de faire de l'agrandissement avec la limite, bien entendu, de la taille du capteur. L'écran est inclinable, ce qui peut être intéressant par rapport à la prise de vue en selfie, et donc on retrouve la possibilité d'envoyer des photos en Wi-Fi et en NFC. Donc son prix tourne aux alentours de 308 € à la Fnac. Honnêtement, c'est des appareils que je vais plutôt recommander par rapport à ceux qu'on a vus précédemment, mais qui résisteront pas, encore une fois, avec le fait que on a toujours sur soi notre téléphone portable avec des capacités maintenant photo et vidéo importantes.
Le dernier, donc, dans cet type d'appareil photo compact, le W830, c'est un appareil, encore une fois, avec un objectif Zeiss. Il a un plus petit zoom que de 8x. Il ne fait que de l'HD 720, pas du 1080. Il y a de la stabilisation optique. Le monté en ISO est assez faible. Il s'arrête à 3200. Le capteur CCD, ça peut être quelque chose d'intéressant par rapport au capteur CMOS. Il est de 20,1 millions de pixels et il a un tout petit prix finalement, il est qu'à 200 euros, c'est peut-être le plus faible de cette gamme-là. Pour moi, c'est un appareil malheureusement, encore une fois, qui résiste pas aux capacités maintenant des téléphones portables. Son zoom limité et le fait qu'il ne fait que de la HD et pas de la Full HD, va vraiment la limite dans un appareil d'entrée de gamme de type compact. Ça peut être un bon choix si vous voulez vraiment un appareil qui a un faible prix et qui a quand même des capacités, mais c'est trop limitant pour moi par rapport à ce que peut faire les appareils de la série RX qu'on va voir tout de suite. Donc pour la série RX, donc on va commencer par la plus intéressante, les RX100. Le dernier en date, le RX100 Mark VII, c'est un appareil photo avec un objectif Zeiss. Sa plage optique est de 24-200, 8x. Il peut filmer en 4K avec la capacité S-Log. S-Log, c'est par rapport au profil. J'en reviendrai dans d'autres vidéos. Mais pour faire rapidement, c'est la capacité de former avec ce qu'on appelle un format d'image plat, qui permet après une meilleure possibilité de modification, d'étalonnage de l'image et de travailler vraiment au montage pour obtenir le meilleur résultat visuel. Il y a de la stabilisation optique, la plage ISO est plutôt correcte, monte jusqu'à 12800. Pour ce qui est de la plage ISO, il faut se mettre en tête que le dernier chiffre 12800 ici, 12800 ici par exemple, il faut le diviser par 4 pour obtenir, on va dire, l'ISO qui va être le plus élevé sans vraiment trop de perte de qualité. Donc ici par exemple ça nous ferait 3200, donc vous pouvez prendre des photos à 3200 ISO sans trop perte de qualité. Et 3200 ISO, ça reste quand même assez intéressant en montée en ISO. L'autofocus permet la reconnaissance des yeux. On a une capacité de rafale assez intéressante puisqu'elle est de 20 images par seconde, ce qui est vraiment pas mal. Un écran tactile inclinable et un capteur CMOS de type donc de taille 1 pouce de 20,1 millions de pixels et son prix tourne aux alentours de 1300 euros à la FNAC. Alors la Sony RX100, faut que j'en parle un peu plus longuement. C'est vraiment la série pour moi qui me semble la plus intéressante si vous voulez garder de la compacité. Vous voulez garder un appareil de petite taille, mais qui peut être très performant. Et là, vous avez vraiment tout type de modèles. Entre le RX100 et le RX100 série 7, Mark 7, vous avez vraiment tout type de modèle, avec chaque fois quelque chose de supplémentaire. Le fait que le dernier puisse faire du 4K, forcément, vous allez comprendre que le RX100 ne peut pas le faire. Le fait qu'il ait une plage focale de 24-200, ça peut être limitant par rapport au premier modèle. Le fait de monter dans les ISO de 1800, ça peut être limitant par rapport au premier modèle. Mais peu importe, vous allez vraiment trouver chaque fois des capacités qui sont plutôt adaptables à ce que vous cherchez vous, et donc une gamme de prix qui va aussi correspondre. Parce que vous en doutez bien, le premier modèle, le RX100, on ne le trouve pas à 1300 euros, loin de là. Il est à un prix beaucoup plus bas. Et donc, vous allez vraiment, dans cette gamme d'appareils, en fonction de votre budget et de ce que vous souhaitez et de ce que vous pensez être vraiment très important, vous allez pouvoir trouver les modèles qui vont correspondre dans votre budget. Je veux dire par là, par exemple, que l'autofocus avec reconnaissance des yeux, qu'on trouve dans les derniers modèles, vous n'en avez pas forcément besoin. La rafale 20 images par seconde, vous n'en avez pas forcément besoin. L'écran tactile inclinable, si vous ne faites pas forcément de selfie, vous n'en avez pas forcément besoin. Et chaque fois, donc, vous allez trouver dans cette gamme-là l'appareil qui peut correspondre. Donc, pour moi, si vous voulez vraiment un appareil qui est très petit, qui est très compact, mais qui a vraiment des capacités très intéressantes, tapez dans la gamme RX100 parce que vous allez trouver forcément entre le RX100 tout court et le RX100 Mark 7, vous allez forcément trouver l'appareil qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Donc on a vu tout à l'heure que le RX0, c'est l'appareil photo ultra compact d'Axion. C'est un objectif Zeiss, donc c'est vraiment encore de la bonne qualité. Son zoom 8x est limité, mais reste quand même assez important pour de l'action
pour de la caméra d'action, c'est du 24-200 donc. Il filme en 4K S-Log, on trouve la stabilisation optique, une montée en ISO de 25600, donc vraiment de très bonne montée en ISO, et la capacité de filmer même en faible lumière, d'obtenir des résultats sans dégradation d'image. La rafale de 16 images par seconde c'est assez intéressante. On trouve un super ralenti de 1000 images par seconde, donc ça c'est vraiment intéressant pour l'action cam. L'écran tactile inclinable que n'avait pas la version RX0 tout court est assez intéressante aussi, mais c'est pas forcément là-dessus que le choix doit se poser. C'est étanche forcément, pour de l'action cam c'est la moindre des choses on va dire. Et on trouve un capteur CMOS donc d'un pouce à 15,3 millions de pixels. On le trouve à 768 € avec un grip chez Darty notamment. Pour moi, ça reste quand même une très bonne caméra d'action. Donc, si vous connaissez les modèles type GoPro, vous pouvez quand même vous intéresser au RX0. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Bien entendu, si votre idée c'est d'acheter un appareil photo pour pouvoir l'utiliser de façon classique en prise de vue et vidéo de tous les jours ou en tourisme ou autre, c'est pas ce qu'il vous faut. Là c'est vraiment spécifique. Dans la dernière diapositive, je le mettrai à part parce que c'est vraiment une fonctionnalité bien particulière. On passe aux appareils photo compact bridge de type RX10. Donc les RX10, on va dire, comme tout disait tout à l'heure, c'est un petit peu le form factor par rapport au réflexe, c'est-à-dire cette prise en main bien particulière qu'on retrouve pas forcément dans les autres modèles. Mais donc, le côté bridge, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir changer l'objectif, et avec un zoom qui est limité donc entre 24-600. Bon, 24-600 c'est quand même assez large, hein, vous avez de quoi faire, vous avez vraiment la possibilité de prendre tout type de photos avec. Il peut filmer en 4K, il y a la stabilisation optique, on trouve une montée en ISO qui est pas mal, de 25600, une rafale de 24 images par seconde qui est vraiment énorme, c'est 24 images par seconde pour de la rafale, c'est pas mal. En autofocus, il fait de la détection des yeux humains et des animaux également, donc ça c'est pas mal. Il a l'écran tactile, il a le super ralenti, et un capteur donc d'un pouce de 20,1 millions de pixels. On le trouve à 1760 € à la Fnac pour le dernier modèle, le RX10 4. Et donc, comme je le disais pour la série RX1, ça peut être intéressant si vraiment, ce qui vous plaît, c'est le côté au niveau du bridge et puis la prise en main type réflexe. Ça peut être intéressant pour vous parce que, encore une fois, vous allez retrouver entre le RX10 et le RX10 4 des différences au niveau des fonctionnalités, mais ça reste quand même du premier modèle au dernier modèle des appareils de très bonne facture, et vous allez trouver une gamme de prix qui va être comme ça, que vont couvrir à peu près tous les budgets. Pour ce qui est de la série RX1R, donc les gens parlaient pas trop parce que pour moi c'est pas un appareil qui a trouvé son public. C'est un appareil photo qui est compact mais en plein format. Donc effectivement là-dessus ça commence à devenir intéressant parce qu'il a un capteur qui est de 35 mm et donc on va dire de grande taille, parce que ce qu'on trouve encore au-dessus c'est le moyen format. C'est pas accessible au plus grand public, c'est assez rare qu'on achète, qu'on parte sur ce type d'équipement-là. D'ailleurs, vous allez voir que dans la gamme Sony, il n'y en a pas. Donc, c'est un objectif Zeiss, donc encore une fois, un gage de qualité. Donc, c'est, comme je disais, c'est un 35 mm en capteur, c'est intéressant. Il y a un zoom numérique de 8x, donc on n'est plus vraiment dans le côté optique, etc. On est assez limité en termes de capacité, et c'est là-dessus qu'il n'a pas son public, et notamment aussi au fait qu'il filme en Full HD et pas en 4K. Un appareil que vous allez voir, il est à 3200 €, c'est quand même un prix assez conséquent, et à 3200 € de nos jours, partir sur un appareil qui filme que en 1080 en Full HD et pas en 4K, c'est assez particulier. C'est pour ça que pour moi c'est une ratée. Après la stabilisation optique, c'est intéressant, l'ISO il monte à 5400, donc c'est très bien. Et donc on a dit, c'est un capteur assez grand, de 35 mm, et à 42,4 millions de pixels. Au départ, Sony, je pense, voulait sortir un appareil à la fois compact, mais du plein format, donc c'est une bonne idée, surtout qu'il a une capacité de 42,4 millions de pixels, ce qui permet, surtout par rapport à quand on prend un objet un peu lointain et qu'on est limité par la plage optique,
qu'on est limité par la plage focale, de pouvoir cropper dans l'image et de conserver quand même donc des millions de pixels et de pouvoir en quelque sorte un petit peu zoomer par ce biais-là. Mais bon, c'est quand même un appareil qui est un petit peu, on peut le dire, bâtard par rapport à ce qu'on peut avoir dans les appositifs à appareils interchangeables. Pour moi, le prix de 3200 va forcément le limiter en choix, parce que on va voir qu'il y a des appareils beaucoup moins chers et en capacité plus intéressante, parce que vous allez pouvoir changer les objectifs et pouvoir faire de la 4K à des prix qui sont comparables ou un peu plus faibles. Alors je passe rapidement sur la série ZV. Donc on a dit c'est des appareils pour le logging. Le ZV1 a un capteur 1 pouce. Le ZVE10 là qui vient de sortir a un capteur APS-C, donc de taille plus importante, et les objectifs sont changeables. Donc forcément c'est un appareil qui est très intéressant et on va voir surtout c'est par rapport à la gamme de prix. Après, c'est un appareil qui est vraiment dédié au vlog, donc il a des fonctionnalités qui sont vraiment prévues pour ça et qui font que, tout en étant d'un prix intéressant, il va être limité dans les fonctionnalités photo ou autres, et c'est plutôt réservé à un public qui va pouvoir avoir besoin d'une caméra pour faire du vlog. La photographie, c'est toujours une affaire de compromis. Quand on peut avoir quelque chose d'intéressant dans un domaine, on est limité dans un autre. On va entrer dans ce qui, moi, me semble être le plus intéressant de nos jours. C'est les types E APS-C et les types E plein format. Le type E APS-C, donc c'est notamment la série Alpha 6600, la série, on va dire la série 6000. C'est vraiment une série qui est pour moi un must. Qu'est-ce qu'a fait sortir de mieux Sony, à part les Sony, les types E plein format, et qui vont vraiment être pour les publics en tout type de budget. Alors oui, le A6600, on le trouve à 1550 €, ce qui commence à devenir assez important, assez cher, mais c'est un appareil photo de capteur APS-C avec stabilisation optique 5 axes, qui fait de la 4K, qui monte en ISO à 32 000. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, il faut diviser par 4 pour obtenir, on va dire, la montée sans trop de pertes. Là, vous commencez à être à un niveau assez important. Le capteur CMOS APS-C de 23,5 mm à 24,2 millions de pixels. Il fait de la détection des yeux humains et animaux. Donc oui, c'est un appareil qui est vraiment pour un public qui est déjà plus qu'amateur, qui est vraiment quelqu'un qui va prendre des photos de façon assez nombreuse et assez régulièrement. Mais si vous rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans la gamme Sony, l'avantage c'est que vous avez différents modèles pour la même série. Donc le Alpha 6600, qui est le dernier dans cette gamme-là, vous allez trouver aussi le 6400, vous allez trouver le 6200, le 6100, etc. Et qui sont des appareils qui sont de capacité un peu moindre, mais aussi de budget moins important, et qui vont peut-être correspondre beaucoup plus à ce que vous cherchez vous. Comme je disais, n'oubliez pas, le Alpha 6000, le plus ancien de cette gamme-là, est un appareil encore de très bonne capacité, et qui a un prix qui est encore qu'on peut trouver assez intéressante à certains moments de l'année, où il va être vendu avec deux types d'objectifs qui vont couvrir une plage focale assez importante et qui va vraiment pas réclamer d'autres investissements dans le futur, et donc vous allez avoir pour un budget assez serré vraiment un appareil photo tout terrain et de très très bonne qualité. Alors oui, si vous vous intéressez à filmer en haute capacité en 4K, vous n'allez pas pouvoir partir sur le 6000. Vous êtes obligé de partir sur des modèles plus récents de cette gamme-là. Mais vous allez vraiment pouvoir avoir le choix et déterminer en fonction de ce qui vous intéresse. Je passe très rapidement sur les derniers modèles réflex de Sony avec un miroir translucide. Donc juste pour signaler que la 99 c'est un plein format 35 mm et le A68 de type capteur APS-C, on va quasiment plus les trouver. Je ne suis même pas sûr qu'à l'heure où je vous parle, on les trouve encore à la vente en neuf quelque part. Donc après, maintenant, ce qui est pour moi le plus intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un appareil de type A7 Mark II, c'est parce que si vous voulez vraiment faire de la photographie, voire de la vidéo pour certains modèles de très bonne qualité, vous avez vraiment dans les différentes séries A7
tout type d'appareils qui vont convenir à tout type de budget et qui seront de très bonne qualité. Alors oui, on va entrer dans des tarifs qui sont quand même plus élevés de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va tourner aux alentours de 1000 euros, boîtier nu, donc sans joystick. Mais vous allez aussi voir que c'est quand même des appareils qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc si on prend le A7 sans lettres après, donc sans le R, sans le S, sans le C, c'est ce qu'on appelle, on peut dire, les appareils beaux à tout faire des pleins formats hybrides. Par exemple, si on prend le A7 III, donc le dernier Mark 3 de cette série-là, il y a une rafale de 10 images par seconde, ce qui est vraiment déjà pas mal. Une montée en ISO de 50200, donc énorme aussi. Une stabilisation capteur 5 axes. C'est le capteur lui-même qui est stabilisé, donc vous allez pouvoir ajouter en plus, si éventuellement l'objectif est stabilisé, vous allez avoir double stabilisation et pour encore de meilleurs résultats. L'autofocus fait de la détection des yeux, l'écran est tactile, il filme en 4K S-Log et même en hybride log gamma, donc ça je passe très rapidement, on l'a vu tout à l'heure, c'est la façon du profil d'image qui permet de pouvoir travailler encore plus et encore mieux l'image finale. Il a un double slot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre deux types de cartes mémoire, et donc soit s'en servir pour faire de la sauvegarde et éviter d'avoir de la perte, soit de pouvoir séparer la sauvegarde JPEG, RAW et vidéo. Il y a un capteur CMOS, donc 35 mm, c'est pour ça que ça s'appelle plein format, c'est parce que c'est la même taille que les anciennes pellicules argentiques, et il fait 24,2 millions de pixels. Alors on veut le trouver à 2149 € au boîtier nu à la Fnac. Si vraiment vous avez aucun appareil photo actuellement, que vous souhaitez partir sur quelque chose qui est à la fois bon en photo, en vidéo, c'est l'appareil que je vous recommande, le A7 Mark III. On va voir les autres tout de suite, qu'est-ce qu'ils apportent d'autre. Mais si vraiment vous choisissez sérieusement de partir dans la photo et la vidéo de façon assez soutenue, mais que vous voulez pas quelque chose qui est hors norme en type de vidéo ou hors norme en type de résolution d'image pour la photo, bah, le A7 Mark III, c'est le modèle qui est vraiment beau à tout faire et qui vous conviendra le plus. Je sais que 2149 € boîtier nu, c'est un investissement, mais c'est un appareil qui va vous durer longtemps. Moi, le A7 II, le A7 Mark II, je l'ai déjà depuis quelques années, et je compte pas en changer récemment, parce que pour moi, il convient à ce qu'il fait. Alors, il ne fait pas de la 4K en type de vidéo, mais c'est pas très grave, parce que pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, et il me permet quand même d'assouvir tous mes besoins en termes de photos et de vidéos. Alors, pourquoi il existe donc d'autres modèles que le A7 et les différentes déclinaisons Mark 1, Mark 2 et Mark 3? Pourquoi il y a le A7R et le A7S et le A7C? C'est parce que chacun va apporter quelque chose de différent. Le R, c'est pour le plein format hybride, à 61 millions de pixels, donc c'est la grosse résolution, la grande résolution. Donc il y a une rafale de 10 images par seconde, il y a une capacité en ISO de 32 000, ce qui est pas mal par rapport au fait que le capteur a une résolution importante. On va voir tout à l'heure avec le S pourquoi l'ISO est différent et qu'est-ce que ça apporte. On a toujours la stabilisation de capteur 5 axes, la détection des yeux humains et animaux. Il a un écran tactile, il filme donc en 4K S-Log et hybride log gamma. Il a le double saut et le capteur donc fait 61 millions de pixels. Donc là, effectivement, pour avoir cette grande résolution et donc d'autres capacités, notamment, j'en parlais tout à l'heure, en termes de crop, de couper, d'obtenir quand même une image de qualité en ayant sans avoir besoin forcément de zoomer, bah, vous avez un prix qui va être un peu plus important. Il est à 3799 €, boîtier nu. Oui, forcément, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément rechercher si vous êtes juste amateur et que vous voulez un bon appareil. C'est pour ça que je vous recommande de partir plutôt sur la gamme A7, Mark II, Mark III, si vous avez besoin de la Full HD ou de la 4K. Mais bon, si vous êtes professionnel ou si vous avez la nécessité d'imprimer quelque chose de vraiment en grande taille,
vous avez cette résolution, vous avez chez Sony la possibilité d'avoir ce capteur de 61 millions de pixels. Ensuite, vous avez la série A7S. Alors pourquoi cette série-là est un peu particulière, hein, c'est parce qu'elle a une montée en ISO de malade, on peut le dire, avec un ISO qui monte à 409 600, vous avez bien entendu, 409 600. Et en fait, c'est l'appareil photo qui plaît le plus à ceux qui font de la vidéo de façon un peu soutenue. C'est-à-dire que sans être une caméra vidéo, ça a une capacité de prendre à la fois des images, des photos de très bonne qualité, et une montée en bruit ISO qui est énorme, et qui permet de, quasiment, on peut le dire, de filmer comme si vous étiez en plein jour, même la nuit. C'est le plein format, donc comme je disais, hybride à haute sensibilité. La 7 vraiment dédié à la vidéo, donc la série A7S. Et le A7S3 en tout particulièrement, puisque c'est le dernier de la date, et il a des capacités qu'on va voir tout de suite qui sont vraiment hors normes. Donc il y a une rafale de 10 images par seconde, une stabilisation capteur 5 axes, l'autofocus à détection des yeux et des animaux, des yeux humains et des animaux, écran tactile à angle variable, donc ça c'est pratique si vous voulez faire un selfie, etc. Pour une caméra, qu'on dit dédiée à la vidéo, c'était la moindre des choses. Le 4K qui est, on peut filmer en 120p, donc en 120 images par seconde, en S-Log, en hybride log gamma, et en S-Gamut 3 ciné, donc ça aussi c'est encore une fois un profil d'image qui a encore de meilleures capacités, vraiment de pouvoir obtenir encore de meilleures images en pré-étalonnage. Il permet une sortie HDMI RAW 16 bits, donc ça je vais pas en parler parce que c'est trop complexe. Mais, retenez surtout que ça vous permet de faire sortir sur par exemple un enregistreur séparé le format RAW 16 bits, c'est-à-dire vraiment sans aucune perte et avec la meilleure qualité possible, ce que va pas permettre l'appareil photo en natif. Le fait de le coupler avec un enregistreur qui permet d'enregistrer à cette capacité-là, ça va vous permettre de faire des enregistrements d'encore de meilleure qualité. Le double slot, forcément, donc, mais cette fois-ci avec quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la possibilité d'avoir 2 cartes SD, et aussi la possibilité d'avoir un nouveau type de carte, le type CF Express, type A, qu'a sorti Sony, qui a encore de capacité de vitesse encore supérieure, et c'est ça qui permet notamment d'obtenir au niveau de la capacité d'image du 4K, etc., encore plus de possibilités de format de vidéo. Le capteur, donc 35 mm plein format, il est qu'à 12,1 millions de pixels. Alors peut-être que ça vous interrogez sur le fait qu'il est qu'à 12, alors que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était au minimum au-dessus de 20, voire avec des résolutions de malade comme 61 millions de pixels pour le A7R. Ah ben, en fait, c'est parce que c'est pour ça qu'il a cette capacité de monter en ISO vraiment énorme. C'est parce que justement, il a un capteur qui est que de 12,1 millions de pixels sur une taille de capteur de 35 mm plein format quand même. Donc ça veut dire, et là je vous ramène encore avec la notion de la vidéo sur les capteurs, ça veut dire que les photosites sont de très grande taille, puisqu'il y en a moins à mettre sur une taille de capteur assez importante, et donc comme ils sont de très grande taille, ils vont pouvoir mieux récupérer la lumière, ils vont puiser de façon encore plus efficace la lumière, et c'est ça qui va lui permettre d'avoir une montée en ISO importante, et qui réserve ce type de modèle plutôt à la vidéo, même si à 12,1 millions de pixels, ça reste suffisant pour prendre des photos de bonne qualité et de grande taille. C'est juste que vous n'allez pas effectivement pouvoir partir sur de l'impression publicité murale en 4x3, c'est pas fait pour. Mais bon, pour ce qui est de la vie de tous les jours ou pour les réseaux sociaux, 12,1 millions, ça suffit largement. Pensez pas que la 7S3, puisqu'il a des capacités hors normes pour la vidéo, fait un mauvais appareil photo. Ça reste quand même un très bon appareil photo pour de la prise de vue classique. Alors oui, le prix il est en conséquence, hein, donc 4199 € boîtier nu à la Fnac, 4200 €, on commence à partir sur des valeurs qui sont un peu stratosphériques. C'est pas réservé à un simple amateur. Je vous rappelle, pour ça, il y a la série A7 de cours,
avec les marques 1, 2 et 3. Et puis, si vous partez sur un modèle comme moi un peu plus ancien, le A7 II, vous allez être contenu en termes de prix. Là, on est sur quelque chose neuf, boîtier nu, qui attaque les plus de 4000 euros. Ensuite, il y a le petit dernier de cette type A7, le A7C. C'est un plein format hybride compact. L'idée, c'est pour compacité, en gros, hein, c'est par rapport à la taille. Donc, c'est de mettre dans un format compact du plein format avec des capacités qui sont vraiment très correctes. Rafale 10 images par seconde, l'ISO monte à 51200, il y a la stabilisation capteur 5 axes, l'autofocus détection des yeux humains et des animaux, l'écran tactile à angle variable, il y a du 4K S-Log, du hybride log gamma, le capteur est de 24,2 millions de pixels en plein format. C'est vraiment un appareil de très bonne capacité. Ça peut être intéressant si vous cherchez, encore une fois, quelque chose qui est à la fois correct en photo et en vidéo, et avec des capacités qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver sur la série A7 III. Pourquoi? Parce que c'est un modèle plus récent, donc il va profiter de tous les avantages, c'est-à-dire la détection des yeux humains et des animaux, l'écran tactile à angle variable, etc., etc. Après, il est à 1548 € boîtier nu. Donc, c'est quand même aussi un prix qui peut être assez élevé et qui peut vous faire réfléchir à partir plutôt sur de la 7 III parce que c'est un modèle qui veut tout terrain, qui est bon à tout faire et qui peut être aussi intéressant, qui peut apporter quelque chose que n'aura pas le 7C. Donc là, le choix, il est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, mais moi, je recommande quand même de toujours partir sur la série si vous êtes un petit peu hybride, un peu comme l'appareil, c'est-à-dire que vous voulez faire un peu de tout, partez plutôt sur la série 100 mètres. Mais le A7C est un très bon appareil, un peu passe-partout également. On va attaquer les deux derniers, donc le plein format A9 Mark II, le plein format hybride Pro. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un public qui est professionnel. En termes d'amateurs, c'est vraiment hors norme, c'est pas fait. Je vois vraiment pas ce qui vous ferait diriger vers ce type d'appareil, à moins d'être fortuné, de savoir que faire dépenser de votre fric. Alors dans ce cas-là, partez plutôt sur les autres marques qui proposent des moyens formats, parce que là, vous allez avoir encore un cran au-dessus, si vraiment le prix n'a plus d'importance. Donc c'est un peu le format, comme je disais, qui est plutôt réservé aux professionnels. Pourquoi? Parce qu'on va trouver de la rafale 20 images par seconde, ce qui en termes d'appareil plein format est énorme. On a une montée en ISO qui va à 102 400, aussi également énorme. La stabilisation capteur 5 axes, l'autofocus détection humains et animaux, l'écran tactile angle variable, ça filme en 4K hybride, S-Log hybride log gamma. Le capteur il est de 24,2 millions de pixels, ce qui est largement suffisant pour la plupart des usages, et on le trouve bien entendu à un prix qui va en conséquence, c'est-à-dire à 5380 € boîtier nu à la FNAC. Donc c'est pas un appareil, encore une fois, qui est fait pour tout le monde, qui est vraiment fait pour les professionnels. Avant la sortie du AE, c'est l'appareil qui a sûrement le plus plu aux professionnels, notamment pour les prises de vue sportives, parce qu'on peut lui coller un objectif avec longue focale, et il a une capacité de rafale de 20 images qui fait que, en termes de prise de vue sportive et animalière, ça peut être très intéressant. Et vous avez le petit dernier, là, le A1, c'est le plein format hybride, ce que j'ai appelé monstrueux, et capacité de rafale de 30 images par seconde, ISO à 32 000, stabilisation capteur 5 axes, autofocus détection des yeux humains et animaux, écran tactile angle variable, ça fait de la 8K. Voilà le fait qu'il commence à devenir monstrueux, de la 8K à 30 images par seconde, de la 4K à 120 images par seconde, S-Log en hybride log gamma. Il fait la fameuse sortie donc au Pro 16 bits si vous mettez un encodeur supplémentaire, un enregistreur supplémentaire, et vous allez pouvoir avoir un double saut pour pouvoir émettre des cartes SD ou du carte CF Express type A. Et donc c'est un capteur à 50,1 millions de pixels. Donc si vous voulez vraiment les capacités les plus importantes dans la gamme Sony, c'est l'appareil qu'il vous faut, mais il vous en coûtera quand même
la modique somme de 7300 € boîtier nu à la Fnac. Donc vous allez me dire, avec tout ça, c'est bien beau. Tu nous as parlé un petit peu de toute la gamme qui existe, de tous les... on a vu les différents prix, etc. Je pense que ça vous a déjà permis de voir où pourrait se situer votre choix d'appareil photo en fonction du budget que vous avez en tête et de ce que vous souhaitez en termes de caméra et de fonctionnalité. N'oubliez pas que là, je me suis contenté de parler des différentes dernières versions de chaque série, comme par exemple le RX100 Mark VII et le Alpha 6600, mais que vous pouvez très bien taper dans du RX100 version précédente ou du 6000 version précédente, si ça correspond mieux à votre budget et si les fonctionnalités supplémentaires ne sont pas totalement nécessaires. Je pense que le mieux, c'est de partir sur un dernier schéma qui va un petit peu résumer tout ça, pour y voir un peu plus clair. Voilà, donc là, j'ai essayé de rassembler avec simplement 3 critères assez rapides, ce qui peut être intéressant pour séparer, pour comprendre pourquoi la gamme est aussi complexe, pourquoi elle est assez pléthorique, pourquoi il y a autant d'appareils. Outre le fait qu'en marketing, c'est une façon de faire, c'est-à-dire qu'on sépare, on met beaucoup de modèles pour que le consommateur s'y retrouve et pense qu'il y a vraiment l'appareil qui est adapté à son choix. Oui, il y a la nécessité d'avoir comme ça de différents types d'appareils en fonction des technologies qui s'améliorent et de ce qu'on peut y faire. C'est-à-dire que vous avez effectivement il y a quelques années des appareils qui ne pouvaient faire que de la HD, donc du 720p. Après il y a des appareils qui ont eu la capacité de faire du Full HD, puis de la 4K, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir séparer et d'avoir de se dire ce type d'appareil-là va me permettre de. Donc vous voyez que d'ailleurs on va regrouper pas mal d'appareils dans la possibilité de faire de la 4K, parce que maintenant c'est devenu un peu la norme. C'est pour ça que les appareils qui ne filment que en HD ou Full HD de nos jours, vous allez très peu en trouver dans la gamme Sony. Comme vous allez retrouver essentiellement des appareils qui ont une capacité, un capteur qui est un capteur plein format, par rapport aux appareils qui ont des capteurs plus petits, parce que là aussi, avec la technologie qui s'améliore, Sony va ne sortir plus que des appareils qui vont être en plein format et en capacité de faire de la 4K, voire de la 8K. Donc j'ai séparé comme ça, donc en rouge on va retrouver donc par rapport à la capacité HD, Full HD, 4K et 8K. En vert on va voir la taille du capteur, inférieur à 20 millions de pixels, supérieur entre 20 millions de pixels et 40 millions de pixels, et supérieur à 40 millions de pixels. Vous voyez d'ailleurs ce qui fait que le A7S3 est un peu particulier, c'est-à-dire qu'en termes de prix, ça va le placer très en haut. En termes de capacité 4K, ça va le placer également en haut. En termes de capteurs, il va être en haut, il va se retrouver dans les capteurs plein format. Mais vous voyez que pour autant, il a une résolution inférieure à 20 millions de pixels. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire qu'il a cette capacité de pouvoir filmer, monter en ISO importante et de filmer même de nuit. Donc il est vraiment à part dans la gamme. On va voir aussi, j'ai séparé un petit peu aussi les caméras d'action, donc les RX0, la caméra de vlog, les ZV1 et le ZVE10, parce que ce sont des caméras qui ont des fonctionnalités bien particulières, qui sont réservées au public qui cherche spécifiquement ce type de fonctionnalité. Et comme ça vous permet de voir assez rapidement où pourrait se situer l'appareil idéal pour vous. Alors oui, j'ai gardé que, encore une fois, les dernières versions de chaque type, de chaque série, mais vous pouvez rechercher, notamment sur Internet, les versions précédentes, ce qu'elles sont en capacité de faire, ça peut être un meilleur choix pour vous. Si par exemple, moi, je prends le mien d'appareil, le A7 II, donc le A7 II, il se situerait plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire, il fait pas de la 4K, il fait du Full HD, donc il est plutôt à droite donc de la série A7 III, et il a quand même le plein format, il a quand même la capacité d'avoir 20 millions, plus de 20 millions de pixels, donc il est pas si inférieur que ça, mais en termes de prix, vous allez le retrouver maintenant à un prix qui est beaucoup plus faible que les 2149 € que vous coûtera le A7 III boîtier nu. Et vous allez, si vous pouvez vous passer de la 4K, c'est peut-être un meilleur choix pour vous.
Et c'est pareil pour la série des RX, les RX100. Bah, j'avais le RX100 Mark 7 qui effectivement a 1300 € et qui a la capacité de faire de la 4K, etc. Mais dans les modèles précédents qui font que de la Full HD, bah, vous allez quand même retrouver des tarifs plus inférieurs et qui vont être de très bonne qualité, et ça peut être plus intéressant pour vous de partir sur ces modèles-là. Voilà, je pense qu'avec ce tableau-là, ça résume assez bien la situation. Voyez en fonction de votre budget, voyez en fonction de ce que vous voulez avoir comme capacité, faites bien le point, est-ce que vraiment l'écran tactile c'est quelque chose d'important ou pas? Pour moi, je pense que ça n'est pas forcément de nos jours. Et si pour vous c'est vraiment le plus important, parce que l'écran tactile c'est pas simplement le gadget d'aller dans les menus directement en tapant sur l'écran, mais c'est aussi la mise au point de pouvoir la sélectionner précisément en appuyant à un endroit. Ok, ça peut être intéressant si vraiment c'est une fonctionnalité qui est importante pour vous. Mais vous voyez que vous allez avoir un gap de prix qui va être important à ce niveau-là, parce que vous allez devoir peut-être taper dans le dernier modèle de la série, et le RX100 Mark 7 est à 1300 €, alors que les premiers modèles RX100, vous allez les trouver, même d'occasion, sûrement en dessous de 400 € de nos jours. Voilà, je pense que c'est assez résumé et assez complet sur le fait pour pouvoir choisir sur quoi partir. Si vraiment vous voulez un appareil qui est petit, mais en très bonne capacité, chez Sony, vous allez plutôt partir sur l'A7C. Si vous voulez un appareil qui est un peu moins compact, mais qui reste quand même de format assez petit, bah, c'est les hybrides. Alors les A6000, si vous voulez vous contenter d'un capteur APS-C, et les A7 si vous voulez du plein format. Si vous voulez l'appareil qui fait de la vidéo par excellence, le A7S, une grosse capacité au niveau de la résolution, le A7R. Si vous avez le budget et que vous voulez partir sur quelque chose de professionnel, les A9 ou le monstrueux A1. Et si vraiment vous voulez des appareils très 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 petits, et que le fait que le capteur soit petit, ça vous dérange pas, vous aurez les différentes séries HX, HW, WX, que je ne recommande pas, vous l'avez compris, mais qui sont quand même des appareils de bonne facture. Moi, je vous dis à bientôt sur Juste Mise au Point pour une prochaine vidéo.